Chapitre 23. Quincy, ayant trouvé la voiture de Shelley devant la maison des Duval, y entra à son tour et découvrit le shérif dans la chambre de Telly plongé dans le noir. Une silhouette était allongée sur le lit. Quincy se baissa par réflexe vers son arme de cheville lorsque le stylo que tenait Shelley s'alluma et que le plafond s'illumina, ainsi que les murs. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Héros ou zéro? Qui suis-je? Ces mots recouvraient le plafond, les murs l'embrissaient. Écrits en grosses lettres par endroits, mais aussi entassés en caractères incroyablement petits dans les coins. Autre jour, autre humeur, se dit Quincy. Mais toujours la même question brûlante, obsédante. Qu'avait dit la conseillère de probation Alice Sanchez au sujet de ce garçon? Qu'il vivait sur le fil du rasoir. Là, sous le rayon de la lampe UV, Quincy sentait presque physiquement l'angoisse chronique de l'adolescent irradiée des murs de sa chambre. Qui suis-je? Bonne question. Héros ou zéro? Une alternative dont Telly Reynash avait déjà eu du mal à se sortir par le passé. Graphomanie, diagnostiqua Quincy. Shelley fit brusquement volte-face en portant la main à son arme. Quincy comprit qu'elle ne l'avait pas entendu entrer. Elle poussa un soupir de soulagement et baissa le stylo lumineux pendant que la deuxième personne se redressait sur le lit. Je parie que si on trouvait un de ces cahiers de lycée, on s'apercevrait que le moindre centimètre carré est également couvert d'écriture. Peut-être de cette même phrase. C'est une forme de TOC. Certaines personnes se lavent compulsivement les mains pour calmer leur anxiété. Telly doit écrire. Je n'ai pas vu de cahier. La deuxième personne se leva du lit en tenue de randonnée. Chaussures, pantalon clair, chemise verte. Bonjour, Cal Noonan, pisteur, et accessoirement responsable de production à l'usine de fromage si vous êtes amateur. L'homme tendait la main, Quincy la prit. Pierce Quincy, consultant pour les services de police. Shelley a fait appel à moi en tant que spécialiste des individus déviants. Vous êtes profileur? On ne peut rien vous cacher. Quincy ne quittait pas Shelley des yeux. Celle-ci secoua la tête, devinant sa première question avant qu'il ne l'ait posée. L'avis de recherche est lancé, mais toujours aucune nouvelle de Charla. Elle s'éclaircit la voix. Charla, la fille adoptive de Quincy et la petite sœur de Telly, expliqua-t-elle à Cal. Le pisteur se tenait entre eux, les mains sur les hanches. Et elle a disparu? De son propre chef? C'est le plus probable. Pour retrouver son frère, vous pensez? Ma fille a 13 ans. Si j'ai appris une chose, c'est qu'avoir une adolescente met hors d'état de penser. Cal était d'accord. En ce moment, ma mission consiste à raisonner comme un gamin de 17 ans. Et je serai le premier à dire que c'est lui qui est en train de gagner. Vous ne devriez pas être en forêt? Ou bien vous croyez qu'il va repasser ici? Il est en quad. À cette vitesse-là, je ne peux plus suivre. Dans l'immédiat, on attend qu'un hélicoptère le repère, qu'un témoignage arrive au numéro d'urgence ou que la chance sourie aux patrouilleurs. En attendant, j'ai demandé à Shelley de me conduire ici, au cas où je remarquerais quelque chose, étant donné mon intérêt particulier pour cette enquête. L'air grave, Cal considéra Quincy et expliqua. Il a blessé 2 membres de mon équipe. Pas moyen que je lâche l'affaire. Je suis désolé. La journée a été rude pour beaucoup de gens, répondit sobrement Cal. Alors, quelle découverte avez-vous faite, à part ça? Ils n'ont pas la manie d'écrire, ces types-là? Demanda Cal. Pas des gribouillages sur les murs de leur chambre, je veux dire, mais des messages sur les réseaux sociaux, un journal intime, une liste de personnes à abattre. En théorie, oui. Mais vu ce qu'on voit ici, je pencherais davantage pour un journal intime que pour des messages sur les réseaux sociaux. Pas de journal intime dans cette chambre, indiqua Shelley. Il l'aurait emporté? Demanda Cal. C'est possible, concéda Quincy. Mais, le relança Shelley. La plupart des tireurs de masse veulent faire entendre leur colère. Donc ils rendent leurs lettres, leurs messages facilement accessibles. S'il avait réellement un journal intime, il aurait dû le laisser en évidence pour qu'on le trouve. Dissimuler ses écrits relèverait d'un autre type de comportement, mais sommes-nous dans ce cas de figure?
Je n'en suis pas certain. Il se tourna vers Shelley. Des pistes intéressantes dans l'ordinateur? Pas que je sache. Mais pour être franche, l'agression de l'équipe de recherche nous a un peu désarçonnés. D'un côté, j'ai des renforts qui débarquent des quatre coins de l'État pour nous prêter main forte, mais en contrepartie, c'est d'autant plus difficile de rester concentré et efficace. Shelley confirma d'un signe de tête et Quincy vit combien cet aveu lui coûtait. Vous avez bien fait de venir ici, la rassura-t-il. En cas de doute, il faut revenir aux fondamentaux. Et vous avez raison, dit-il, élargissant son discours de motivation des troupes à la personne de Cal. En tout état de cause, tout part d'une source, d'un individu. Telly Ray Nash. Mieux on le cernera, plus on aura de chances de progresser. Donc, que savons-nous jusque-là? C'est un adolescent perturbé, répondit Shelley. Et nous venons de croiser le fils aîné des Duval, Henry. D'après lui, ses parents étaient des gens formidables, très attachés à l'idée d'aider un jeune comme Telly à mettre de l'ordre dans sa vie. Reste que Telly a grandi dans un environnement violent et qu'il était connu pour avoir du mal à se maîtriser en situation de stress. Or, rien qu'à voir les murs de sa chambre, il est très stressé en ce moment. Quincy hocha la tête. Autrement dit, les parents biologiques de Telly avaient peut-être mérité leur sort, mais les Duval... Nous n'avons trouvé personne pour dire un mot contre eux, dit Shelley. Je ne sais pas ce qui a provoqué le déchaînement de violence de ce matin. Mais l'explication se trouve sans doute davantage du côté de Telly que des Duval. Shelley était d'accord. Cela dit, petit détail intrigant. Nous avons un témoin qui dit avoir vu Telly à la station EZ-Gaz il y a 2 semaines accompagné d'un jeune homme répondant au signalement de Henry Duval. Quincy leva un sourcil étonné. Pour être honnête, ce signalement correspond à peu près à la moitié des jeunes gens de la région. Mais bon, je me dis que je vais demander à un enquêteur de se renseigner sur l'emploi du temps de Henry il y a 2 semaines. Est-ce qu'à notre connaissance, Henry aurait une raison de vouloir s'en prendre à ses parents? Aucune, mais nous avons beaucoup plus d'interrogations que de certitudes. Par ailleurs, Henry affirme que ses parents n'avaient ni amis proches ni relations. Le grand amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre leur suffisait. Quincy ne réagit pas au ton sarcastique de Shelley. Sincèrement, on aurait pu en dire autant du couple qu'il formait avec Rainey, même si celle-ci aurait levé les yeux au ciel à cette idée. Mais de fait, leur cercle de relations restait limité, et ils passaient la plupart de leurs soirées ensemble à la maison, avec Charla bien sûr. Cal prit la parole. Telly en a dans la caboche. Pour moi, tempérament explosif rime toujours avec impulsivité, mais là, je ne sais plus. D'après ce que j'ai vu ce matin, ce n'est pas le dernier des imbéciles. Suivre le fossé de drainage depuis la station-service était bien vu de sa part. Et ensuite, dans la 3e maison, prendre le temps de modifier son apparence... Pardon? Le coupa Quincy. Il a changé de t-shirt, pris une casquette, il s'est même mis du cirage sur le visage, pour se rendre méconnaissable, je suppose. Et ensuite, il a volé le quad, bien sûr. S'il a fait tout cela dans un accès de colère, c'est l'enragé le plus futé que j'ai jamais rencontré. Quincy était soucieux. Pas des bonnes nouvelles, tout ça. Il se tourna vers Shelley. D'après Ali Sanchez, les précédents épisodes de violence de Telly étaient explosifs. Il pétait un plomb, si vous voulez. Et ensuite, il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait fait. Mais si maintenant il s'organise pour modifier son apparence et vole les véhicules pour échapper aux forces de police, M. Noonan marque un point. On n'en est plus au stade de la rage explosive et des gestes impulsifs. Telly sait ce qu'il fait. Il n'est pas dans un état de confusion mentale dont il pourrait ressortir d'un seul coup. Shelley resta muette devant ce constat sans appel. Quincy observa de nouveau la chambre. Suivant l'exemple de Shelley et du pisteur, il fit de son mieux pour se mettre dans l'état d'esprit de l'adolescent perturbé. Un ado dont les premières années avaient été marquées du sceau de la violence. Sauf qu'à l'époque il avait une sœur, et que d'après les informations recueillies par Rainey, il lui était même attaché. Cela peut sembler une évidence pour le profane, mais les liens noués dans la petite enfance sont fondamentaux. En fait, ils auraient dû préparer le terrain pour que Telly puisse en nouer d'autres, avec les Duval par exemple, qui avaient sérieusement le projet de lui offrir un foyer. Problème, il les avait tués aussi. D'après les témoignages, les 2 environnements familiaux étaient on ne peut plus différents, mais ils avaient conduit au même résultat. Quincy n'aimait pas la conclusion logique à en tirer, surtout pour Charla. « Il faut qu'on le retrouve », murmura-t-il.
davantage pour lui-même que pour Shelley et Cal. Peut-être que Telly a d'abord agi sous l'emprise d'une rage incontrôlable. Il a abattu ses parents, perçus comme une menace, et ensuite il est allé à la station-service sous le coup d'une colère aveugle. Mais il a dépassé le stade explosif. Le plus probable est qu'il a désormais un plan, et qu'il ne s'arrêtera pas avant de l'avoir mis à exécution. « Quel plan ?» demanda Shelley. « À nous de le découvrir. » Ils se séparèrent. Cal voulait inspecter le garage pour voir si du matériel aurait disparu. Frank Duval avait la réputation d'aimer les sorties au grand air. Il possédait sans doute au moins une tente, un sac de couchage et autres accessoires. S'il n'était plus là, cela signifierait que Telly était mieux équipé qu'il ne le pensait jusqu'alors. Shelley s'installa dans le séjour pour faire le point avec la cellule opérationnelle. Quincy resta donc seul dans la chambre de Telly. Il repensa à Cal allongé sur le lit et se rendit compte que la méthode n'était pas mauvaise. Penser comme sa cible, voilà ce que Cal avait dit. Or, c'était exactement le but d'un profileur. Quincy n'opta pas pour le lit et préféra s'asseoir au bureau. Il prit les livres de poche, passa le pouce sur leurs tranches usées. Des thrillers militaires. Des histoires où la ligne de partage était claire entre le bien et le mal, et où les gentils l'emportaient toujours à la fin. Héros ou zéro. Une partie de Telly voulait clairement être le héros, le grand frère qui avait sauvé sa petite sœur, l'adolescent perturbé qui, d'après sa conseillère de probation, se démenait pour s'en sortir. Qu'avait dit Ali déjà? Quand il faisait des efforts, Telly était un bon gamin. Il était un héros à sa petite échelle. Alors qu'est-ce qui l'avait fait basculer? On décrivait les Duval comme une famille d'accueil structurante. Mais cela signifiait sans doute aussi que Telly devait suivre des règles, répondre à des attentes. Avait-il été impliqué dans une nouvelle rixe à ses cours de rattrapage? S'était-il fait prendre en flagrant délit de mensonge? Était-il tombé dans l'alcool ou la drogue? Quincy commença à ouvrir méthodiquement les tiroirs. Bureau, table de chevet, vieille commode en bois. Dans le cadre de leur formation de future famille d'accueil, Rainey et lui avaient été priés d'assister à une conférence sur les jeunes et la drogue. Ça les avait fait bien rire. Deux experts en criminologie forcés de prendre un cours sur la détection des toxicomanies. Mais en fait, ils en avaient beaucoup appris pendant cette heure. En tant que profileur, ils ne travaillaient pas sur des affaires de stupéfiants. Et non, ils n'auraient jamais pensé à cacher du papier à cigarette entre les pages d'un livre, des aiguilles de seringue dans le corps de stylo, ni des sachets de poudre derrière la mousse de haut-parleur. Les adolescents ayant en permanence des appareils électroniques à la main, ces objets étaient des moyens épatants pour transporter de la drogue ni vue ni connue. Mais si Telly était accro, Quincy n'en trouvait aucun indice. Et de toute façon, plus il y pensait, moins l'idée lui semblait plausible. D'après Ali Sanchez, Telly avait été témoin des ravages de la drogue et de l'alcool chez ses parents. Étant déjà passé par là, il avait plus de raisons que la plupart des jeunes de s'en tenir éloignés. Bien entendu, on ne pouvait jamais prédire ce qui était susceptible de pousser un individu à prendre les armes. Telly avait pu s'attirer une punition de bien des manières, punition qui avait en retour alimenté son ressentiment ou sa colère. Mais si les Duval en étaient bien la cible, pourquoi Telly les avait-il tués dans leur sommeil? En théorie, il aurait dû vouloir qu'ils soient éveillés, terrorisés, obligés de s'incliner devant lui et le droit de vie ou de mort qu'il possédait désormais sur eux. Le pouvoir. Voilà quel était l'objectif réel des tueurs fous. Ce moment où ils seraient enfin aux commandes. Le vomi. Quincy se souvint de ce détail qu'il avait chiffonné tout à l'heure. Le gamin avait vomi dans le parking de la station-service, mais pas ici chez les Duval. Si ce garçon était indélicat, ses premiers meurtres n'auraient-ils pas dû le perturber davantage que les suivants? À moins qu'il ne se soit trouvé dans un état de dissociation mentale la première fois. Ça, c'était possible. Une contrariété avait déclenché une crise, provoqué une explosion de colère. Il était passé à l'acte. Puis il avait réagi, volant des armes, la voiture, du matériel, probablement sous le coup de la panique. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tirons-nous d'ici. Il avait démarré sur les chapeaux de roue dans la voiture de Frank Duval, pour aller n'importe où. Jusqu'à ce que le moteur fasse une surchauffe et que Telly se retrouve à pied, qu'il prenne enfin conscience du pétrin dans lequel il s'était fourré. La transition s'était peut-être effectuée à ce moment-là. Le meurtre des Duval était un acte impulsif, mais sur ce bord de route, dans la chaleur intolérable, Telly avait pleinement réalisé les conséquences de son geste. Fini les doutes. Héros ou zéro, Telly tenait sa réponse.
Le débat étant clos, il allait faire ce que les tueurs font le mieux. Quincy souleva le matelas, fouilla sous le lit, déplaça la commode, le bureau, chercha des lames de parquet mal fixées. Rien, rien, rien. On frappa quelques coups sur l'encadrement de la porte. Cal Noonan se tenait sur le seuil de la chambre. « Il faut que vous voyiez ça. » La tente a disparu. Un sac de couchage, un grand sac à dos, je dirais. On voit que c'était dans ce coin que Franck Duval rangeait son matériel. Maintenant, il est au moins à moitié vide. Quincy se trouvait dans le garage avec Cal et Shelley. Le pisteur rendait ses conclusions. Quincy et Shelley l'écoutaient religieusement. Je suis aussi descendu au sous-sol pour jeter un œil à l'armoire forte. Ça m'a donné une idée. Le tir sportif demande aussi tout un attirail. Table pour les préparatifs, lunettes de sécurité, bouchons d'oreilles, nécessaires de nettoyage, et bien entendu des sacs pour emporter tout ça au stand. J'ai trouvé une table pliante et des protections pour les yeux et les oreilles, mais rien au rayon housse de transport ou kit de nettoyage. Telly a emporté pas mal de matériel, résuma Shelley d'un air soucieux. Mais on n'a rien retrouvé de tout ça dans la voiture de Franck Duval ni aux alentours. Précisément. Son équipement représenterait un volume trop important pour qu'il l'ait caché derrière un arbre. Mon idée, c'est qu'il avait déjà dû le déposer quelque part avant que la voiture ne tombe en panne. Il aurait une base opérationnelle, comprit Quincy. La mauvaise nouvelle, souligna Cal, c'est qu'il est beaucoup mieux préparé que nous ne le pensions. Et la bonne, plaisanta Shelley. Sa base doit se trouver dans les environs, n'est-ce pas? Et comme il a ce campement, il n'ira pas très loin. Ce n'est pas une fuite perpétuelle. Il a une planque. Ça peut jouer en notre faveur. On a des images de vidéosurveillance qui le montrent en train de traverser la ville en voiture vers 7h30, dit Shelley. On aperçoit comme un grand sac noir à l'arrière du véhicule. Ça signifierait que son camp de base se trouve au nord de la ville. La question suivante est de savoir si Telly aurait un lieu de prédilection, un endroit où il aurait déjà campé, un stand de tir préféré. La plupart des gens de la région vont tirer dans une certaine clairière, indiqua Shelley. Mais ce serait trop voyant pour y camper. Quincy intervint. Rainey a fait une rapide recherche sur les Duval. Sandra publiait régulièrement sur Facebook, notamment des photos de Franck et Telly en partance pour diverses excursions en forêt. On pourrait peut-être trouver là des allusions à des lieux de bivouac, à des coins de pêche. Ou des photos avec suffisamment de paysages en arrière-plan pour identifier l'endroit. Est-ce qu'il irait dans un lieu qu'il associerait à Franck Duval? Demanda Shelley. N'oublions pas qu'il venait de le tuer. Il a dû aller dans un endroit où il se sent bien, suggéra Cal. Quincy approuva. À l'heure qu'il est, Telly a conscience de ce qu'il a fait, expliqua-t-il. Et entre bouffées de colère et dégoût de lui-même, il éprouve aussi de la peur. C'est un voyage sans retour. Il va lui falloir des moments où se poser. Or, il ne peut le faire que dans un endroit où il se sent en sécurité. Quincy ne prit pas la peine d'ajouter qu'avec un peu de chance, Telly profiterait d'un de ces moments pour mettre un point final à sa peur et à son dégoût de lui-même. Une simple pression sur la détente, et Telly Renache n'aurait plus jamais à se demander qui il était. Mais ce serait alors au tour de Charla de se tourmenter avec cette question. Il faudrait interroger l'entourage des Duval, conseilla Quincy. L'idéal serait un compagnon de chasse ou de tir, des gens qui soient en mesure de fournir une liste des destinations préférées de Franck. Son fils a peut-être la réponse, dit Shelley. Il y a de fortes chances que Franck ait emmené Telly sur les lieux de certaines sorties qu'il avait faites avec Henry. Il pourrait aussi nous dire exactement ce qui manque dans le matériel de camping. Ça nous fournit aussi un prétexte pour l'interroger une nouvelle fois sans trop éveiller sa méfiance, renchérit Quincy. J'aime bien votre façon de voir les choses. Une dernière chose, dit Cal. Il piétinait d'un pied sur l'autre, manifestement mal à l'aise. À l'autre bout, il y a une pile de cartons au nom de Telly. Ils m'ont l'air d'être remplis d'une vieille batterie de cuisine, d'articles ménagers, mais j'y ai aussi trouvé un coffret métallique. Trop neuf pour avoir été acheté dans une brocante. Ça a éveillé ma curiosité. Cal montra le coffret, en fit tourner le verrou. Le couvercle s'ouvrit d'un seul coup et ils en découvrirent le contenu. 4 photos, constata Quincy, semblables à celles qu'il avait vues plus tôt dans la journée. Charla marchant avec Luca, Charla devant chez eux. Mais elle portait un autre t-shirt, remarqua-t-il.
Il s'agissait d'autres photos prises un autre jour que celles qu'on avait retrouvées sur le portable de Telly. Telly Renache avait bel et bien traqué sa petite sœur. Et ces photos se distinguaient par un détail supplémentaire. Sur chacune d'elles, centrée sur le visage de Charla, il avait dessiné un réticule de visée. Après avoir photographié sa sœur, Telly l'avait transformée en cible vivante. Chapitre 24. Luca patauge dans la rivière, il essaie de retrouver le bâton que je viens de lui lancer. Moi, j'ai déjà pris mon tour de baignade. J'ai posé le vélo sous un arbre et je suis entrée directement dans l'eau, tout habillée. Il fait vraiment une chaleur infernale. La rivière, par contraste, paraît froide comme de la glace liquide qui glougloute sur les rochers et autour des troncs d'arbres morts. C'est la sensation la plus agréable au monde. Nous n'avons pas fait beaucoup de chemin, quelques kilomètres, mais avec cette canicule, Luca a tiré la langue presque tout de suite et moi pas longtemps après. Et puis j'ai commencé à me faire du souci. Et si le revêtement de la route brûlait les coussinets des pattes de Luca? Donc il fallait quitter la chaussée. Mais rouler dans l'herbe molle de l'accotement rendait mon coup de pédale encore plus laborieux. Mon visage ruisselait de sueur, littéralement. Pour finir, je me suis enfoncée dans les bois. J'entendais le bruit d'un cours d'eau et il ne m'en fallait pas plus. Je suis descendue de mon vélo et je l'ai poussé dans l'ombre délicieuse. Et voilà où nous en sommes. Mes projets grandioses tombent à l'eau. Luca est content. Et moi, je suis... je ne sais pas, perdue, idiote, sans dessus-dessous, coupable. Rainy et Quincy sont certainement en train de me chercher. Peut-être que l'un d'eux explore les bois derrière la maison pendant que l'autre sillonne la ville. Ils doivent se faire un sang d'encre. Rainy doit avoir les traits tirés, mais elle continuera à s'activer, son pistolet coincé dans la ceinture de son pantacourt. Quincy doit avoir son visage sévère, intransigeant, l'air furieux parce que c'est la tête qu'il fait quand il est inquiet. Il m'a fallu une bonne année pour le comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on est une famille? C'est un sujet dont on parle beaucoup dans le système de l'aide à l'enfance, surtout les assistants sociaux. Ils travaillent avec les candidats à l'accueil d'enfants pour qu'ils n'aient pas des attentes démesurées. Je le sais parce qu'un de mes nombreux défauts est d'écouter aux portes. À son arrivée, l'enfant sera en détresse. De votre point de vue, vous lui offrez l'amour d'une famille, mais souvenez-vous qu'il vient juste d'en quitter une autre pour venir chez vous. Il n'est pas rare qu'il soit triste, en colère ou apeuré. Ne paniquez pas. Une famille ne se construit pas en un jour, vous savez. Bien sûr, on nous sert le même genre de discours. Ne vous inquiétez pas si vos nouveaux parents ne vous plaisent pas tout de suite. Il n'est pas rare de se sentir intimidé, anxieux ou mal à l'aise. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Mais ces gens s'intéressent à vous, c'est pour cela qu'ils vous accueillent. Une famille ne se construit pas en un jour, vous savez. Quand Rainy, Quincy et moi sommes-nous devenus une famille? Cela fait une bonne heure que je creuse la question et je n'ai toujours pas la réponse. Ça n'a franchement pas été le coup de foudre. Rainy s'efforçait de sourire au moins. Mais Quincy affichait une mine lugubre. Et puis il y avait cette tenue, évidemment. Chez lui, on devine l'ancien agent du FBI à 3 kilomètres. Ma première idée a été que j'étais arrivée dans un camp d'entraînement militaire, juste un cran au-dessus de la pension disciplinaire. Au moins la maison était jolie. Quincy et Rainy ont commencé par me faire le tour du propriétaire. Voilà le séjour, la cuisine, ta chambre. On va t'aider à défaire tes bagages. Bah dis donc, ça n'aura pas été long. Et si on dînait? Avons-nous parlé le premier soir? Je ne m'en souviens pas. Je crois que j'étais en colère. Ou alors effrayée, ou les deux. Je m'étais mal conduite dans la maison précédente. C'était tout moi. Les idées aberrantes me passaient par la tête et même si une petite voix essayait de me retenir, je fonçais. Ce qui faisait de moi une enfant difficile. Je ne parlais pas beaucoup, c'était déjà ça. J'ai réellement entendu cette réflexion dans la bouche d'une des personnes qui m'ont accueillie. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, c'est déjà ça. Je parierais que Rainy a fait la conversation toute seule ce soir-là. Pendant que je comptais les minutes qui me séparaient du moment où je pourrais courir me réfugier dans ma nouvelle chambre, et que Quincy se demandait certainement ce qu'il était venu faire dans cette galère. Non, vraiment pas le coup de foudre.
Au début, on conseille de mettre l'accent sur la routine. Instaurer un rythme quotidien, s'y tenir, et tout paraîtra moins contraint et plus naturel. Se lever, aller à l'école, rentrer et trouver Rainy à la table de la cuisine devant un goûter équilibré. Rainy me demandait comment s'était passée ma journée. Je ne disais rien. Comment s'était passée l'école? Toujours rien. Ensuite, elle prenait mon classeur et lisait le petit mot du professeur qui résumait ma journée et les devoirs à faire. Parce qu'on ne peut pas compter sur les enfants impulsifs et irrationnels pour faire leurs devoirs tout seuls. Je n'avais pas le droit de quitter la table avant d'avoir terminé mes devoirs. Encore un motif de ressentiment. Mais Rainy n'était pas bavarde, c'était déjà ça. Elle lisait un livre pendant que je bûchais. Quand j'avais fini, elle relisait mes exercices, entourait les réponses à corriger et se replongeait dans son roman. Les dîners étaient très calmes. Au bout d'un moment, Quincy et elle avaient renoncé à me faire participer à la conversation et ils discutaient entre eux. Des détails concernant une enquête. Tu te souviens quand... Là, ça a capté mon attention. Qui ne serait pas fasciné par le crime et les criminels? Et puis, comme je le leur ai expliqué un soir, je savais tout des psychopathes. La moitié de mes camarades de classe en étaient. Quand devient-on une famille? Est-ce qu'il y a une recette? Faut-il passer tant de jours ensemble, prendre tant de dîners en commun, partager tant de plaisanteries? Ou bien est-ce que ça cristallise à un moment précis? Cet après-midi où Quincy est revenu avec Luca et où j'ai compris que Quincy n'était pas si sévère que ça en fin de compte, que c'était un inquiet. Il avait adopté ce chien rien que pour moi. Et maintenant il avait peur de s'être trompé. Et si je n'aimais pas Luca, et si Luca ne m'aimait pas? Mais entre Luca et moi, ça a bel et bien été le coup de foudre. Je me suis jetée à son cou tout doux, il m'a léché le visage, et je suis tombée amoureuse. Je l'aimais déjà plus que je n'avais jamais aimé quoi que ce soit. Et ensuite, en regardant Quincy, je me suis rendu compte qu'une partie de cet amour s'étendait maintenant à lui qui m'avait offert ce bonheur. Et à Rainy, qui riait en faisant le tri dans les jouets pour chiens presque aussi gamine que moi. C'est Luca qui a fait de nous une famille. Sans oublier cette deuxième ou troisième rencontre parent-professeur. Mon professeur revenait pour la énième fois sur toutes mes insuffisances, sur toutes mes difficultés. Et Quincy a répondu d'un seul coup: « Les difficultés de Charla ne m'inquiètent pas. C'est une enfant intelligente, forte, pleine de ressources. Vous, en revanche... » Rainy lui a fait un sermon à notre retour à la maison. Et ensuite, elle l'a serré très fort dans ses bras. Comment devient-on une famille? Est-ce que ça s'est passé le jour où ils m'ont annoncé qu'ils m'adoptaient? Je sais qu'ils auraient aimé que je sois plus démonstrative. Ils attendaient peut-être de moi que je pleure de soulagement, ou que je leur saute au cou de gratitude. Mais je suis restée comme une souche, les mains sur les genoux. Parce que je ne suis pas très loquace. Et que les mots se bousculaient dans ma tête. Des mots qui parlaient de libération, d'amour et de joie. Mais aussi de peur. Parce que si j'en suis encore à me demander comment on devient une famille, en revanche, je sais déjà comment en perdre une. Je sais exactement ce qu'il faut pour briser une famille. Et se retrouver privé de ses deux parents. Quant à mon frère, je ne sais même plus si c'est mon frère. L'assistante sociale avait raison. Une famille ne se construit pas en un jour. Mais il suffit d'un instant pour la détruire. Luca est de retour, ruisselant. Il lâche le bâton à mes pieds, me regarde d'un œil interrogateur, puis s'ébroue vigoureusement. Je lève les mains pour protester, mais ça ne l'empêche pas de m'asperger d'eau mêlée de poils. « Tu te fiches de moi, hein ?» lui dis-je. Il me regarde d'un air solennel. Rapporter le bâton est une activité très sérieuse dans son monde. Jouer dans la rivière aussi, d'ailleurs. Je ramasse la branche, mais ne la lance pas tout de suite. J'observe mon chien, mon meilleur ami au monde. « Luca », lui dis-je d'une voix aussi sérieuse que la tête qu'il fait. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancée. Luca ne répond pas. Il a toujours su écouter. Rainy et Quincy vont être furax, tu sais. Le pire, c'est qu'ils vont s'inquiéter. Je ne veux pas qu'ils soient embêtés. C'est juste... C'était juste que je ne pouvais pas rester les bras croisés en attendant de voir qui de mon frère ou de mes parents ferait du mal à l'autre. « Tu as une idée de l'heure ?» demandai-je. Même ça, je ne le sais pas. Pas un super plan quand on y réfléchit. Mais c'est comme ça. On est parti. Sauf qu'on ne sait pas pour quelle destination ni comment y aller.
Je pourrais consulter mon téléphone, l'allumer le temps de regarder l'heure. Je pourrais même vérifier notre position sur Google Maps. Le top, ce serait de pouvoir afficher la carte des sentiers pour véhicules tout-terrain et de trouver comment les rejoindre depuis l'endroit où je suis. Ça augmenterait peut-être mes chances de croiser mon frère. Il est là quelque part, et rester au bord d'une rivière à une poignée de kilomètres de chez moi ne m'avance à rien. Sauf, bien sûr, s'il est justement en train d'y aller. Dans ce cas, depuis le nord, il faudra qu'il traverse ces bois. Sauf que ces bois couvrent une étendue assez considérable. Même s'il s'y trouve déjà, sauf à ce qu'on tombe nez à nez, je n'ai aucun moyen de le savoir. Espérer que nous allons nous croiser par le plus grand des hasards ne me paraît pas un plan bien solide. Je considère de nouveau Luca qui s'est allongé pour mordiller son bâton. Si j'allume mon téléphone, lui expliquai-je, ils pourront localiser mon GPS. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les séries. Géolocaliser le portable de machin truc. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais à la télé, le type finit toujours menottes au poignet. Une nouvelle idée me traverse l'esprit. Tu crois qu'on va me passer les menottes? Après tout, j'ai fugué. Peut-être que Rainey et Quincy vont porter plainte histoire de me faire peur et de me remettre dans le droit chemin. Luca me regarde, la tête penchée, puis retourne à son bâton. Mais est-ce que j'ai d'autres choix? Rester ici toute la journée, jusqu'à ce qu'on manque d'eau et de nourriture, et ensuite quoi? Rentrer piteusement à la maison, la queue entre les jambes? Luca dresse l'oreille en entendant le mot « maison ». Ses mots préférés. Il les comprend à la fois en anglais et en néerlandais. Mais je secoue la tête. Je ne peux pas faire ça. Pas parce que ce serait humiliant, mais parce que je ne peux littéralement pas. Quelque chose en moi me retient physiquement. Comme un aiguillon de verre que je ne pourrais pas retirer. C'est ça qui me pousse à m'attirer des ennuis. C'est aussi cette rigidité qui m'oblige à faire une bêtise même quand on me l'a interdit. Ce n'est pas que je tienne à être têtue ou désobéissante, mais il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher de faire, et d'autres qui me sont impossibles. Aucune de mes familles d'accueil n'a jamais compris ça. Bien sûr, ils lisaient mon dossier, troubles oppositionnels avec provocation, anxiété et tout le bazar. Mais ils ne comprenaient jamais comment je me sens à l'intérieur. Quincy et Rainey, si. Je pouvais lire sur leur visage qu'ils savaient, qu'ils reconnaissaient les symptômes, pour ainsi dire, lorsqu'une crise s'amorçait. Alors ils me donnaient un peu d'air, ils me laissaient une chance. Parce que dans ces moments-là, je ne peux pas changer d'attitude. Donc quelque chose d'autre doit céder. Comme maintenant. Je sais que je devrais rentrer à la maison. Mais c'est impossible. Littéralement impossible. Alors je suis là, avec mon chien lancé dans une quête absurde. La seule question qui se pose étant de savoir si oui ou non je vais allumer mon téléphone. Tant pis. Sans me laisser le temps de changer d'avis, je l'allume. Et s'ils sont en train de me géolocaliser à tout va, je n'en ai peut-être plus pour très longtemps à m'interroger sur la conduite à tenir. J'appuie sur l'icône Internet avant d'être distraite par quoi que ce soit d'autre. Des textos de Rainey ou Quincy, par exemple. Ou des messages sur la boîte vocale qui me supplieraient de rentrer à la maison. Première chose. La carte des sentiers pour véhicules tout-terrain dans le comté de Bakersfield. Coup de bol, la page se charge rapidement. Le réseau des sentiers est immense. Sur le petit écran de mon téléphone, il me faut un moment pour comprendre où je me trouve par rapport aux itinéraires de randonnée les plus proches. Pas si loin que ça, en fin de compte. Environ 1 kilomètre en suivant la rivière à travers bois. Savoir si mon frère sera précisément sur ce sentier est une autre histoire, vu l'éventail des choix possibles. Mais c'est déjà un début. Ça nous occupera, Luca et moi. Je referme Internet. J'ai les mains qui tremblent, même si je leur demande de se calmer. Et puis, immanquablement, je les vois. 8 nouveaux textos. 3 nouveaux messages vocaux. Je sais déjà ce qu'ils disent. Pas la peine de vérifier. Il suffit d'éteindre le téléphone et de continuer ma grande évasion. Sauf que cet aiguillon de verre en moi a maintenant une nouvelle cible. Les messages de mes parents. Je n'ai pas besoin de les consulter, je ne devrais pas le faire. Mais l'envie est désormais irrépressible. Voilà comment je fonctionne. Voilà ce que c'est d'être moi. Je pousse un gros soupir et j'ouvre les textos. Les tout premiers ne me surprennent pas. Charla, où es-tu? Charla, rentre s'il te plaît qu'on puisse parler. Charla, on veut juste être sûr que tu vas bien. L'avant-dernier message est de Rainey. 2 mots qui me frappent comme un coup de poing en pleine poitrine.
Je comprends. Ni plus ni moins. Du Rainy tout craché. Les larmes me montent aux yeux. Mais il y a un dernier message. De Quincy. Et si celui de Rainy m'a fait de la peine, celui de Quincy me met KO debout. On a retrouvé ton frère. Rentre à la maison, Charla. Il veut te parler. Chapitre 25. Il ne m'aimait pas. Assis à table à côté de Franck, il se donnait des airs d'étudiant cool, détendu de retour à la maison pour les vacances de printemps. Mais son regard revenait tout le temps sur moi. Debout à côté de la cuisinière, je râpais du fromage au-dessus du poulet à la parmesane. Il tenait le nouveau venu à l'œil. L'intrus qui lui avait pris sa maison, ses parents, pendant qu'il était à l'université. Non, Henry ne m'aimait vraiment pas. Je gardais la tête baissée, concentrée sur le bloc de parmesan et la râpe à fromage. Sandra m'avait demandé de l'aider à préparer le dîner. Pour montrer les progrès du petit, je n'en savais fichtre rien. Je faisais ce qu'on me disait, étant passé par tout ce cirque trop de fois pour compter. Famille d'accueil après famille d'accueil. Les enfants placés, les enfants biologiques, les enfants adoptés. Être haï était un rite de passage. Rien de nouveau sous le soleil. Au fourneau, Sandra était une boule d'énergie nerveuse. Je ne l'avais probablement pas vue comme ça depuis le jour de mon arrivée. Elle avait une salade en route, du pain à l'ail. Tous les plats préférés de son fils, cela va sans dire. Et il fallait que tout soit parfait. Je la connaissais désormais suffisamment pour deviner la pression qu'elle se mettait. Son fils était à la maison, avec l'enfant placé. Le premier repas de famille devait être parfait, parfait, parfait. Depuis notre première leçon de cuisine, je regardais Sandra avec davantage de respect. Et à cet instant, je m'appliquais vraiment à râper le fromage. Franck était heureux. Une fois n'étant pas coutume, il avait une canette de bière devant lui. Henry parlait sans fin de ses cours, programmation machin par-ci, algorithme truc par-là. Ça me passait complètement au-dessus de la tête, mais Franck, le scientifique, acquiesçait à tout. C'était peut-être de lui que Henry tenait cette fibre. Franck posait des questions et écoutait les réponses d'un air ravi, rayonnant de fierté paternelle. J'ai râpé un peu trop fort, jusqu'à m'écorcher le pouce. Je me suis dirigée discrètement vers l'évier pour rincer le sang avant que Sandra ne s'aperçoive de ce que je venais d'ajouter à son parmesan. « Qu'est-ce qui t'arrive, Telly? Tu t'es coupée ?» Trop tard. Elle m'avait déjà rejoint et m'attrapant le pouce, elle inspectait les dégâts. « C'est rien. » Ne dis pas de bêtises. Franck, il nous faudrait un pansement. Va nous en chercher un. Franck se leva docilement et partit d'un pas nonchalant dans le couloir. On en a des pansements? Où ça? Dans le placard, à la salle de bain? Voyons, Franck, comment peux-tu ne pas savoir où se trouvent les pansements? Sandra prit le couloir à la suite de Franck, nous laissant, Henry et moi, en tête-à-tête dans la cuisine. Le pouce toujours sous le filet d'eau, je regardais droit devant moi. Henry n'était pas d'humeur à faire dans la dentelle. « Tu te prépares pour ta carrière de cuistot ?» demanda-t-il d'un air goguenard. Je ne répondis rien. À quoi bon? Il serait bientôt reparti, à l'université. Et quand viendrait l'été, serais-je même encore là? On ne peut pas prendre des leçons de cuisine et de tir toute sa vie, n'est-ce pas? Et puis, il était désormais assez évident que j'allais passer l'essentiel des mois de juin et juillet en cours de rattrapage. Henry repoussa sa chaise, fit le tour de la table pour me rejoindre. Je me sentis me crisper. Franck était un costaud et son fils aussi. Il était grand du moins. Mais il avait peut-être moins l'habitude de la castagne que moi. Alors c'était ça le plan. Il allait me provoquer jusqu'à ce que je pète un câble. Et en revenant, Franck et Sandra trouveraient les deux fistons en train de se battre comme des chiffonniers au milieu de la cuisine. Et là, bien sûr, ils s'empresseraient de prendre le parti de Henry, l'enfant chéri. La bonne nouvelle, c'était que je n'aurais peut-être pas à me colquiner des cours de rattrapage en fin de compte. Je serais déjà parti. Je coupai le robinet, mis une feuille de papier absorbant autour de mon pouce éraflé, tendis l'oreille dans l'espoir d'entendre les pas de Franck et Sandra dans le couloir. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Henry derrière moi me parlait tout bas à l'oreille. « Je prépare le dîner. Tu veux gagner leur confiance? C'est ça l'idée.
Tu vas jouer les petits singes savants et ensuite les dévaliser à la minute où ils auront le dos tourné. Ma conseillère de probation, Ali, m'avait donné des techniques pour contrôler ma colère. J'essayais frénétiquement d'en rappeler certaines à ma mémoire. Mais j'avais pas mon iPod sous la main pour mettre mes écouteurs et couvrir les sarcasmes de Henry. Voyons, regarde autour de toi. Mes parents sont des gens travailleurs et modestes. Même l'ordinateur à 5 ans, il est tout juste bon pour la casse. Je sais pas quels sont tes projets, mais c'est pas la bonne maison. Mes parents ne sont pas les bonnes personnes. Tes parents sont gentils, m'entendis-je dire à notre surprise à tous les deux. Quoi? Tes parents, ils sont gentils. Henry me toisait. Je trouvais le courage de me retourner pour le toiser en retour. J'ai pas le même avenir que toi. Peut-être même que j'en ai aucun. Mais tes parents essaient de m'aider à trouver ma voie. C'est toujours mieux que d'être bon pour la casse. Henry me regardait d'un œil noir, essayant d'évaluer si j'étais sérieux. Et peut-être bien que je l'étais. Puis derrière lui, un tout-sautement discret. Nous nous aperçûmes que Frank et Sandra étaient de retour dans la cuisine et nous observaient. « Eh bien, comme ça, c'est dit », conclut Frank. Henry rougit. Sandra eut un petit rire nerveux qui détendit l'atmosphère. Henry et Frank se rassirent à table. Sandra et moi reprîmes la préparation du dîner. « Tu n'as jamais été partageur », dit Frank à son fils. Henry ne protesta pas. Le lendemain, Frank décréta qu'on devrait se faire une séance de tir entre mecs. Direction le stand des Pecnos armé d'un petit arsenal de cibles, de la table pliante de protection pour les yeux et les oreilles. À notre arrivée, j'ai déplié la table pendant que Frank et Henry préparaient les armes. Henry parlait à son père à voix basse, comme s'il ne voulait pas que j'entende. « Est-ce que le père de maman est encore en vie ? Pourquoi tu me poses cette question ? Parce que moi, je suis vivant. Alors j'ai un grand-père maternel, oui ou non ? » Frank se figea en entendant cette sécheresse de ton. Je me suis insensiblement rapproché. J'avais l'impression que Henry cherchait à se faire remettre à sa place. Je voulais pas rater ça. « Je pense qu'il est encore en vie. Ta mère ne m'a jamais informé du contraire. »« Mais tu n'as jamais parlé avec lui. Tu sais que ta mère avait ses raisons pour partir. À savoir, c'est à elle de le dire, Henry. Encore une fois, pourquoi toutes ces questions ? » Henry sortit le pistolet de sa mallette, recula la culasse pour exposer la chambre vide et le posa sur la table. Je pris ostensiblement la première cible et me dirigeai vers la palette en piteux état pour la punaiser. Je m'éloignai d'eux, mais pas trop. Je savais que le père de Sandra était en vie. Du moins, je le supposais. Un truand, tueur à gages, avais-je cru comprendre. Tellement doué dans sa partie qu'il avait gravi les échelons qu'il était peut-être maintenant le big boss de la bande. Était-il possible que je sache des choses que Henry ignorait ? Sandra me faisait-elle confiance à ce point ? « Il y a un vieux qui s'est pointé, » expliqua Henry. « Il y a quelques semaines. Il m'attendait à la sortie de mon cours. Il était planté là et il m'a regardé droit dans les yeux. Et le plus dingue, c'est que j'ai tout de suite eu une impression de déjà-vu. Comme si c'était pas la première fois que je le rencontrais. » Frank ne dit rien. Il m'a dit qu'il était mon grand-père, qu'il voulait faire ma connaissance, et il m'a invité à dîner la semaine prochaine. « Quoi ?» s'insurgea Frank. La palette était criblée de punaises. J'en retirai une bleue et m'en servis pour fixer la cible sans oser me retourner. « Tu as accepté ?»« Peut-être. Écoute, ce vieux, il ressemble à maman, c'est dingue. J'ai l'impression qu'il fait partie de la famille. Tu crois pas que je me pose des questions ? Que j'aurais envie d'en savoir plus sur mon grand-père ? Si ta mère apprend ça, elle va avoir une attaque. À ton avis, pourquoi c'est à toi que j'en parle ? C'est pas pour rien si c'est à toi que je demande. Henry, tu ne peux pas faire ça. Dis non à ce type. Qu'est-ce que tu espères en tirer de toute façon ? Un cadeau de plus à Noël ? Tu t'es bien passé d'un grand-père jusqu'ici. Ne détruis pas ta mère en débutant une relation maintenant. Pourquoi ça la détruirait ? Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de me dire ce que ce type a fait ? Ta mère s'est enfuie à 16 ans. Elle a tout lâché pour vivre dans la rue. Ça ne te suffit pas ? Et s'il avait changé ? Il a l'air d'avoir 110 ans. Il est peut-être mourant, qui sait ? Il veut une dernière chance de se racheter avant de disparaître. Ce n'est qu'un sale menteur. Donc tu l'as déjà rencontré.
Ta mère ne veut pas qu'il revienne dans sa vie. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, et toi aussi. Tu crois qu'il n'est pas au courant? Que c'est un hasard s'il s'est pointé à ta fac plutôt qu'à notre porte? Réfléchis une seconde. S'il tenait tant que ça à faire la paix, pourquoi ne cherche-t-il pas à joindre ta mère? Peut-être parce qu'elle vise encore mieux que toi. En voilà une nouvelle. Toujours devant ma cible, le dos tourné aux deux autres, je n'en revenais pas. « Telly !» aboya Frank. Pour finir, je plantai une deuxième punaise dans le bas de la cible et revins vers eux en trottinant. « Tu as entendu ?» Je ne répondis pas, d'ailleurs ce n'était pas une question. Frank soupira, passa une main dans ses cheveux grisonnants. Je l'avais jamais vu aussi agité. « Évidemment, tu as entendu. Si j'étais à ta place, moi aussi j'aurais tout le temps les oreilles qui traînent. Henry, décris-nous ton grand-père. Tout ce que tu peux dire de lui. Vas-y. » Henry ouvrit la bouche comme pour protester, mais se ravisa. 1,80 m, dit-il finalement. Des cheveux gris métalliques, clairsemés sur le haut du crâne. Les yeux de maman. Il sembla goûter particulièrement cette remarque. Il a un peu la même façon de bouger qu'elle aussi. Trench coat beige, pantalon intergal marron et chemise. Un look passe-partout pour un vieux. Mais tu le reconnaîtras quand tu le verras. Il ressemble... Il osa la comparaison. Il ressemble à maman en vieillard. Si jamais tu vois ce type mettre un pied dans la propriété, me dit Frank sur un ton péremptoire, tu m'appelles. Tout de suite. S'il s'approche de la maison, s'il essaie de parler à Sandra, tu tires à vue. Tu peux me croire, la mort violente d'un salaud pareil ne semblera suspecte à personne. Mais qui sait à la fin? Henry était revenu à la charge. Je ne dis rien, mais me rapprochai légèrement de lui. Au point où on en était, moi aussi je voulais savoir. « David », répondit soudain Frank. « David Michael Martin. Si vous avez envie d'en savoir davantage, essayez donc de taper son nom dans Google. Mais ne soyez pas surpris de ne rien trouver. Les ordures comme lui passent leur vie à faire en sorte de ne pas exister. Sur le papier et encore plus sur Internet. » « Comment ça, il n'existe pas? C'est possible, ça ?» Frank eut une moue pincée. « Ce type est une source de problèmes. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Où qu'il aille, la mort l'accompagne. » Henry se renfrogna. « C'est juste un vieux papy, je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais pas ce qu'il a pu faire à l'époque, mais aujourd'hui c'est un vieillard qui veut faire amende honorable. Est-ce que ça ne compte pas? »« Tu es un bon garçon, » dit soudain Frank en considérant son fils. Et c'étaient pas des paroles en l'air, il les pensait. Intelligent, inscrit dans une des meilleures écoles d'informatique. Mais où est-ce qu'il était, ton grand-père, il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans? Je vais te le dire. Il n'était nulle part, parce qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas lui être aussi utile. Henry dévisagea son père. Je comprends pas de quoi tu parles. Un type comme David, il ne cherche pas à se racheter, Henry. C'est un manipulateur. Donc s'il a pris contact avec toi, c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose de ta part. Mon pardon? Ne dis pas de bêtises. Il ne te connaît même pas. À quoi pourrait bien lui servir ton pardon? En revanche, ton diplôme, tes compétences, ta réputation d'informaticien, voilà qui est intéressant. La nouvelle génération de criminels ne jure que par Internet. Un jeune comme toi pourrait lui être très utile, et si tu es de la famille, c'est encore mieux. Tu penses qu'il veut me recruter? Pour que je rejoigne la petite entreprise familiale? Pourquoi pas? Et je te parie qu'il te tiendra exactement le discours qui convient. Il te dira tout ce que tu as envie d'entendre. On ne peut pas vivre aussi longtemps que lui sans connaître les meilleurs trucs. Mais au bout du compte, un fumier reste un fumier. Il a bien failli détruire ta mère. Si tu le laisses entrer dans ta vie, il en fera autant avec toi. Et ça ne l'empêchera pas de dormir. Quand on a déjà perdu une fille, qu'est-ce qu'un petit-fils? Voilà le genre d'individu qu'il est, Henry. Je te dis les choses comme elles sont. Henry le regarda dans les yeux. Tu veux que j'annule le dîner? Ta mère n'est jamais retournée là-bas. En 30 ans, elle n'a jamais ne serait-ce que passé un coup de fil chez elle. Elle a renoncé à sa propre mère, Henry, pour se protéger. Et ensuite, après ta naissance, pour te protéger à ton tour. Tu devrais en tirer les conclusions qui s'imposent. Henry ne répondit pas. Il ouvrit la mallette d'un autre pistolet, vérifia machinalement que l'arme était vide. Il l'a laissé partir,
objectai-je d'un seul coup. Parce que ça me turlupinait cette question depuis le début. Frank et Henry se tournèrent vers moi avec de grands yeux. Tu dis que c'est la pire ordure qu'on ait jamais vue, mais quand sa fille de 16 ans est partie, il l'a laissée faire. J'avais déjà posé cette question à Sandra, mais je n'avais pas saisi sa réponse. Je vis à la réaction de Frank qu'il comprenait mon étonnement, mais c'était pas le cas de Henry. Mon père à moi, dis-je, s'il voulait quelque chose que vous aviez, il vous lâchait pas comme ça, il ne vous laissait pas le prendre. Henry me regarda d'un air narquois. Je vis qu'il était à 2 doigts de ricaner et de me proposer une batte de baseball. Frank, lui, me jaugeait du regard. Il y a des questions, dit-il en s'adressant à moi et non à Henry, que je ne pose pas à ma femme. Je hochai la tête. Non pas que je n'ai pas une petite idée des réponses, mais je comprends qu'il est préférable qu'elle n'ait jamais à mettre des mots dessus. Donc Sandra s'était rendue coupable de quelque chose. Elle n'avait pas simplement claqué la porte comme le racontait la version pour enfants sages servie à Henry. Elle avait pris des mesures, peut-être aussi radicales que d'assassiner quelqu'un à coups de batte de baseball. Elle y avait gagné sa liberté, et peut-être même puisé l'idée d'accueillir un enfant avec mon profil. Une émotion m'envahit alors, me submergea, plus que de la gratitude. Peut-être de l'amour pour ma nouvelle maman, ou du moins pour l'ado qu'elle avait été. « Oh, je vous en prie, » dit Henry. « Dans 2 secondes, vous allez m'expliquer que maman est secrètement une tueuse. » Frank garda le silence suffisamment longtemps pour que Henry ouvre de grands yeux. Puis il laissa s'épanouir un grand sourire. « Ouais, ta maman, elle nous tuera à force de gentillesse plutôt. » Henry s'esclaffa. Je les laissais à leur amusement, mais je me disais que j'en savais désormais davantage sur Sandra, l'as de la gâchette, qui avait plus de points communs avec moi qu'avec son propre fils. Puis une deuxième idée me vint, plus dérangeante. Si Sandra avait commis un crime dans sa jeunesse pour acheter sa liberté, qu'est-ce qui avait changé pour que son père se pointe aujourd'hui à l'école de son fils? Mais Frank et Henry étaient passés à autre chose et s'occupaient des pistolets. Frank avait sorti les munitions, Henry prenait sa première visée avec le 22. Il était bon, presque autant que Frank. Puis ce fut mon tour et, même si je détestais sentir le regard de Henry sur moi, je m'en suis sorti correctement. J'aimais bien le pistolet. Avec la carabine, j'étais encore empêtré, mais le Ruger, je l'avais de mieux en mieux en main. Frank conclut la séance par quelques petits numéros de son cru, et Henry se prit au jeu. Ils tirèrent sur des douilles, tournèrent la cible sur le côté, essayèrent même à tour de rôle de voir qui pouvait dégommer des pommes de pin sur les branches. Ils s'entraînèrent à faire 3 pas à gauche, dégainer, tirer. 3 pas à droite, bang, bang, bang. Ils étaient détendus et à un bref instant, j'ai eu une impression surréaliste. Une relation père-fils. Ça existait. Et ça ressemblait à ça. Alors je me suis souvenu du temps où j'emmenais ma petite sœur à la bibliothèque, où je lui lisais Clifford le gros chien rouge. Une relation frère-sœur. Ça aussi, ça avait existé. Je l'avais vécu. Je me demandais ce qu'était devenue Charla. Où elle habitait. Est-ce qu'elle aimait bien sa famille d'accueil? Est-ce qu'elle était heureuse? Je fermais les yeux pour me couper de toutes ces idées. C'était soit ça, soit je m'évanouissais, tellement je me sentais oppressée. L'heure était venue de lever le camp. Je rangeai les armes. Henry replia la table, Frank chargea la voiture. Personne ne disait rien. Sur le chemin du retour, Frank rompit le silence. Il ne dit qu'une phrase. « Pas un mot de tout ceci à votre mère. » Henry et moi hochâmes la tête. Chapitre 26. Shelley tenait l'information du fils Duval lui-même. Elle aurait voulu lui rendre une petite visite, l'interroger plus en détail sur son emploi du temps et ou sur le passé de la famille, mais le temps était compté et elle avait donc opté pour un simple coup de fil. « Est-ce que votre père avait un coin un peu secret où il aimait camper ?» La réponse était oui.
tout près de la route vers le nord que Telly Renache avait empruntée pour rejoindre la station essence. Étape suivante, reconnaître les lieux. « Je ne veux plus de surprise, » dit Shelly. Ils étaient de retour au PC mobile. Elle-même, Quincy, Cal et les autres chefs d'équipe. On ne plaisantait pas quand on disait que ce suspect était armé et dangereux. Les hélicos, suggéra Quincy. Envoyez-en un faire un passage au-dessus du lieu de campement pour voir si leur caméra infrarouge détecterait des zones de chaleur. Ça nous renseignerait sur la présence d'un occupant. Shelly poussa un gros soupir. Cal traduisit. Les capteurs thermiques ne marchent pas, dit-il en consultant le shérif du regard. Ou, pour être plus précis, ils génèrent trop de faux positifs. Trop chaud dehors, confirma Shelly. Cal expliqua la situation aux autres secouristes. C'est une des limites de cette technologie. Le soleil chauffe les éléments naturels, les rochers, l'eau des feuillus. Par de telles températures, tout le paysage vire au rouge vif, un peu comme les néons de Las Vegas. Shelly ne trouvait pas ça drôle. Si on veut. Mais Cal prenait la chose du bon côté. Les administrations aiment bien les joujoux, mais en définitive, il y aura toujours du boulot pour les gars comme moi. Shelly ne pouvait que lui donner raison. Depuis le 11 septembre, les services de police obtenaient facilement des budgets pour des gadgets comme des caméras thermiques, hélicoptères et autres dispositifs de géolocalisation. Mais parfois, il fallait en revenir aux bonnes vieilles méthodes, la preuve. « J'ai demandé à une brigade cynophile de venir nous épauler, » dit-elle d'un air soucieux. Une fois encore, ce fut Cal qui prit la parole. « Je n'ai rien contre la scie, mais vous avez pensé aux caméras ? L'imagerie aérienne est peut-être inutilisable, mais les caméras qui se trouvent au sol le long des sentiers, celles-là pourraient peut-être nous servir. » Shelly regarda son pisteur avec sidération. Ça tombait sous le sens. Elle n'en revenait pas de ne pas y avoir pensé plus tôt. De nos jours, il y avait de la vidéosurveillance partout, même en pleine nature. Entre les dispositifs avec détecteurs de mouvement que les parcs d'État et les parcs nationaux avaient installés pour recenser la faune sauvage, et ceux que Shelly et ses enquêteurs avaient posés pour coincer des trafiquants de drogue qui faisaient pousser de la marijuana sur les terres du comté, la forêt était certes immense, mystérieuse et truffée d'endroits où un tireur embusqué pouvait se cacher, mais elle n'en restait pas moins peuplée de caméras. « Merde !» grommela-t-elle. « Pourquoi on n'a pas eu cette idée il y a 3 heures ?» Il y a 3 heures, la situation était différente. Notre suspect était à pied et suivait un cheminement inconnu. Maintenant, on a un lieu de campement. Une destination connue, accessible par des sentiers connus. Donc on peut regarder s'il y a des caméras sur ces itinéraires. J'arrive pas à savoir si je vous aime bien ou si je vous déteste, dit Shelly avec lassitude. Cal sourit. Elle lut sur son visage qu'il comprenait sa frustration. Lui-même en était au même point, comme eux tous. Je fais toujours cet effet-là aux gens, lui assura Cal. Ensuite, je les amadoue avec du fromage. Shelly se tourna vers le sergent Roy Peterson. Les caméras des sentiers. Recense-les, on commencera à visionner les images. Il accepta d'un signe de tête. D'autres idées de génie avant qu'on se dirige vers le campement d'un tueur de masse ? Question ouverte que Shelly posait à l'ensemble de l'équipe. Emporter des caméras, suggéra Quincy. Comme ça, si Telly n'est pas là-bas, au lieu de prendre le risque de laisser une équipe sur site, vous pourrez les poser pour qu'elle monte la garde à votre place. Shelly était d'accord. Bonne idée. Elle était également facile à mettre en œuvre puisque le PC mobile contenait un stock de caméras avec détecteur de mouvement. C'est tout ? Bref instant de réflexion et toute l'équipe acquiesça. Parfait. Alors au boulot. Cal prit la direction de l'expédition. Shelly n'était pas décisionnaire en la matière. Le SAR avait sa propre chaîne de commandement et gérait ses bénévoles. Elle ne fut cependant pas surprise d'apprendre que Cal repartait en mission. Après ce qui était arrivé à son équipe, il en faisait une affaire personnelle. Et même s'il avait déjà œuvré le matin même, il ne semblait pas plus fatigué ou à bout de nerfs que les autres. Quincy accepta d'attendre au PC avec elle. Si Roy trouvait des caméras sur les sentiers concernés, Quincy et Shelly passeraient en revue les images aussi vite qu'il leur serait humainement possible. L'équipe canine du SWAT arriva. Shelly avait déjà fait la connaissance de sa vedette, Molly, à l'occasion d'une démonstration. Cette chienne bâtarde noir et blanc courte sur pattes ne ressemblait en rien au chien policier que Shelly avait pu rencontrer jusqu'alors. Un corps pâteau de boxer, une tête carrée de pitbull.
une tache noire qui dessinait un magnifique bandeau de pirate sur son œil droit. Entre son allure générale et son sourire haletant, Molly ressemblait davantage à la compagne à quatre pattes d'un personnage de comédie qu'à une héroïne de film d'action. Mais d'après Debra Cameron, la maîtresse chien, Molly n'en était pas moins parfaite dans son rôle. La jeune chienne qui avait été retirée à un couple de toxicomanes avait une appétence naturelle pour le travail et un désir plus vif encore de faire plaisir. L'année précédente, Deb et Molly avaient traqué une meurtrière présumée sur près de 5 kilomètres dans les rues de Portland. Leur suspecte, une prostituée en manque qui avait poignardé une collègue, avait essayé de les semer à travers divers bâtiments désaffectés et s'était même caché un moment dans une voiture laissée ouverte, avant de finalement perdre connaissance en haut de l'escalier de secours d'un entrepôt. Molly avait suivi la piste sans désemparer. Monter, descendre, contourner. Quand elle était revenue à elle, la prostituée avait découvert la chienne en train de lui baver dessus avec ses airs d'imbécile heureuse. Elle avait alors voulu la frapper avec son couteau ensanglanté, mais Molly lui avait violemment planté ses crocs dans le bras. Fin de l'aventure pour la criminelle. Et début des éloges dont Molly et la maîtresse chien ne cesseraient plus d'être couvertes. Shelly vit Debra les équiper. La chienne avait son propre gilet pare-balles, du matériel militaire apparemment. Un tissu noir et épais qui épousait au plus près sa silhouette ramassée, ne laissant vulnérable que ses pattes blanches, sa queue et sa tête de pirate. Le vêtement était garni de poches et de sangles, peut-être pour que Molly puisse transporter son matériel. Mais en l'occurrence, Debra mit bouteilles d'eau, encas et gamelles rétractables dans son sac à dos. Shelly avait déjà vu des chiens de recherche avec des protections aux pattes, mais comme il ne s'agissait ici que de marcher en forêt en plein été, Molly s'en passa. Cal s'approcha et lança un regard vers Molly, qui pencha sa tête noir et blanc et lui sourit. « Cal Noonan », dit le pisteur en tendant la main. « Debra Cameron. » Debra sourit, enfila son sac à dos, ajusta les bretelles. « Ne vous en faites pas, Molly tiendra le rythme. »« Quelle race ?» demanda Cal en désignant la chienne qui haletait toujours allègrement. « Boxer croisé pitbull. » J'avais jamais vu un pitbull pister un fugitif. Pas grave. Molly et moi, on n'avait jamais vu un fabricant de fromage pister un fugitif. Ça nous met à égalité. Cal encaissa, puis se retourna vers Shelly comme pour chercher un appui. Celle-ci se contenta de sourire. Bien sûr, elle avait communiqué son profil à la brigade canine. Simple courtoisie entre collègues. « Il fait chaud », dit Cal. « Aucun doute. Il faudra beaucoup d'eau. » Je le note. Le suspect a blessé 2 membres de mon équipe ce matin. C'est moche. Comment vont-ils? État stable pour le premier, critique pour le second. On m'a fait un brief de la situation. L'idée est de jouer sur l'effet de surprise, si j'ai bien compris. Et il a un mode furtif, votre molosse? Non seulement un mode furtif, mais aussi un mode baveux. Alors méfiez-vous, je la lâche sur vous. Cal laissa enfin échapper un sourire et se baissa pour gratouiller la chienne derrière les oreilles. Molly s'abandonna à sa caresse avec un soupir d'extase. Le sourire de Cal s'élargit. « Le fameux mode baveux », murmura-t-il. Puis, se redressant, elle fit de son mieux pour se donner une contenance plus professionnelle. 10 minutes et on est parti. Aucun problème. Cal s'éloigna un peu. Shelly le vit inspecter son fusil, puis siffler une nouvelle bouteille d'eau. 16h25. Toujours près de 40 degrés. Encore 4 heures avant le coucher du soleil. Dans l'univers du maintien de l'ordre, tout un monde de possibilités. Quincy rejoignit Shelly. Frustré de ne pas aller sur le terrain? Peut-être. Et vous? Je ne leur envie pas la besogne qui les attend. Puis, une fraction de seconde plus tard, une question lâchée dans un soupir. Pas de nouvelles. Je regrette. Mais je suis sûre qu'elle va bien. Gardez votre téléphone allumé. Tôt ou tard, Charla voudra vous joindre. Surtout depuis que vous lui avez menti en lui disant qu'on avait retrouvé son frère, tout ça. Ce ne sera un mensonge que si nous n'avons pas encore localisé Telly quand elle reviendra. La paternité vous a rendu machiavélique et vous le savez. Certaine que ce soit la paternité? Shelly devait bien admettre que non. Quincy et elle se connaissaient depuis longtemps, et on savait le profileur prêt à tout pour coincer son homme. Ou visiblement pour faire sortir du bois sa fugueuse de fille. Roy passa une tête dehors. « Je nous ai trouvé une caméra, une seule, et elle n'est peut-être même pas sur le bon sentier, mais enfin... »
Shelley et Quincy ne se le firent pas dire deux fois et reprirent le collier. Chapitre 27. Attendre n'avait jamais été le fort de Rainey. Comme Quincy le lui avait demandé, elle avait appelé Bérénice Dudkoviak, la psychiatre judiciaire qui avait procédé à la première évaluation de Telly Reinach 8 ans plus tôt. On lui avait répondu que le docteur était en consultation. Merci de laisser un message. Elle avait donc laissé un message, et ensuite elle avait fait les 100 pas. Portable à la main, tourner autour de la table de la cuisine, aller et venir dans le couloir, enchaîner les boucles autour du canapé, le tout entrecoupé de longs moments d'immobilité sous le porche, à espérer que sa fille réapparaisse comme par magie. La mère de Rainey n'était pas du genre à lui lire des contes de fées, et quand elle était entrée dans leur vie, Charla était déjà trop âgée pour qu'elle partage les grands classiques de la littérature enfantine. Et pourtant, Rainey n'arrêtait pas de penser à cet album. « Je vais me sauver », où un petit lapin menace de quitter sa mère qui promet de le retrouver où qu'il aille. S'il devient un poisson, elle se changera en pêcheur. S'il devient une montagne, elle se fera alpiniste. Rainey aurait voulu être la maman lapin. Savoir où se trouvait Charla à cet instant, simplement pour être l'arbre, ou le rocher, ou la fleur des champs, et être avec sa fille. Mais elle n'était pas un personnage de conte pour enfants. Elle était enquêtrice. Alors, à la place, elle imprima des photos du bain de sang chez les Duval, des gros plans de la vidéo de la station-service, des images des membres de l'équipe de recherche terrassés, allongés dans l'herbe. Alors, en tête-à-tête avec son collage d'images de mort et de désolation, elle chercha. C'était son métier, son héritage, et elle l'avait chèrement gagné. La sonnerie du téléphone retentit. Elle était tellement perdue dans ses pensées, s'arrachant les yeux sur une image en particulier, qui lui semblait être à des milliers de kilomètres. Elle revint avec difficulté à la réalité, se redressa et attrapa son portable à tâtons, tout en continuant à se demander si elle avait la berlue. Un détail ici différait de l'autre image. Mais comment était-ce possible? Encore une sonnerie. Elle jeta un coup d'œil à l'écran du téléphone et acheva de rassembler ses idées. Il s'agissait de se concentrer. Le cabinet du docteur Dudkoviak la rappelait enfin. « Je m'appelle Rainey Connor. Je suis enquêtrice, consultante auprès des services du shérif de Bakersfield. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a eu une série de meurtres par arme à feu ce matin. »« Telly Reinach », répondit sans hésitation la psychiatre. « J'ai vu son visage aux informations. Je n'ai donc pas été surprise de recevoir la réquisition il y a quelques heures. » Les expertises ordonnées par le tribunal, telles que le bilan psychiatrique réalisé par le docteur Dudkoviak 8 ans plus tôt, n'étaient pas soumises au même niveau de confidentialité que les consultations privées, mais il existait tout de même des restrictions à leur communication. C'est pourquoi le procureur Tim Egan s'était proposé pour faire le nécessaire lorsqu'il avait parlé avec Quincy dans la matinée. Pour en finir avec les formalités, Rainey précisa « Je dois vous dire que je travaille en lien avec la police, mais que mon mari et moi sommes aussi la famille d'accueil de la petite sœur de Telly, Charla. Cela fait 3 ans qu'elle vit chez nous. Nous espérons boucler la procédure d'adoption en novembre. » Toutes mes félicitations. Merci. Nous tenons beaucoup à elle. Et le cas de son frère vous inquiète d'autant plus. J'imagine que vous l'avez rencontré? Jamais. Quand Charla nous a été confiée, on nous a littéralement dit qu'elle ne devait avoir aucun contact avec Telly. Nous avons pensé que c'était lié à l'agression qu'elle a subie il y a 8 ans. Elle en a encore la cicatrice sur l'épaule. Silence à l'autre bout de la ligne. La psychiatre réfléchissait. Pour être franche, continua lentement Rainey, Charla n'a jamais demandé de nouvelles de son frère. Aujourd'hui, évidemment, je m'interroge. Nous avons des raisons de penser que Telly souhaite revoir sa sœur. En fait, il semblerait qu'il la cherche activement. « Vous avez peur ?» dit le docteur Dudkoviak d'une voix douce. « Je suis terrifiée. » Encore une pause. Le docteur digérait cette nouvelle information. « J'ai cru comprendre que c'était vous qui aviez interrogé Telly et Charla sur les circonstances de la mort de leurs parents. » La relança Rainey. « C'est exact. Et vu les circonstances, sans parler de la réquisition, je serais ravie de pouvoir vous aider. Il faut toutefois que vous compreniez que je n'ai parlé avec Telly et Charla que d'une situation donnée à un instant donné, et que depuis, je ne les ai revus ni l'un ni l'autre. Les ayant si peu connus, je ne suis pas certaine de pouvoir beaucoup éclairer votre lanterne. Il y a 8 ans, Telly Reinach a battu son père à mort avec une batte de baseball, mais il avait des circonstances atténuantes. Ce matin, il a tué ses 2 parents d'accueil par balle.
Sauf que d'après les éléments dont nous disposons à l'heure actuelle, rien ne semble pouvoir excuser ce geste. Les Duval sont décrits comme des parents bienveillants et structurants, ce qui n'a pas empêché Telly de les assassiner dans leur lit. Selon toute apparence, il s'est ensuite rendu dans une supérette où il a abattu 2 parfaits inconnus avant de fuir et d'ouvrir le feu sur les agents lancés à ses trousses. Telly Renache est en pleine équipée meurtrière. Même si vous ne détenez pas toutes les réponses, toute théorie, tout soupçon ou moindre doute fera l'affaire. C'est une course contre la montre. Vous pensez qu'il est à la recherche de sa sœur? Il avait des photos de Charla dans son téléphone portable, prises la semaine dernière. Mon mari vient de m'appeler pour m'informer qu'on en a découvert d'autres chez lui. Elles ont été prises un autre jour, et une cible a été dessinée sur le visage de Charla. Mais ils ne se sont jamais vus ni parlé depuis 8 ans. Pas à ma connaissance, en tout cas. Un silence. Puis la psychiatre. Cette recommandation n'était pas tirée de mon rapport. Comment ça? Celle de séparer les enfants. J'ignore qui a pris cette décision, mais je me serais prononcée contre une telle mesure. À l'époque, Telly Renache était un petit garçon de 9 ans, perturbé, qui n'avait pas beaucoup d'atouts dans son jeu. Mais il avait sa sœur. D'après mes observations, il lui vouait une sincère affection. Et sa sœur la lui rendait. Pourquoi les autorités ont-elles rompu cette relation? Je n'en ai aucune idée. Mais cela a probablement fracturé un des seuls vrais liens que Telly avait connus dans sa courte vie. Cela ne pouvait qu'aggraver sa dérive et sa colère. Il avait cassé le bras de sa sœur. D'après l'assistante sociale, quand elle a interrogé Charla à l'hôpital, la petite a dit que Telly la détestait. L'assistante a pensé que Charla avait peur que son frère ne l'agresse de nouveau, d'où la décision de les séparer. Charla réagissait certainement au choc du moment. Mais ce qui compte, c'est la profondeur de la relation qui l'unissait à son frère. Puis-je vous poser une question? Comment Telly s'en est-il sorti depuis cette nuit-là? Est-ce qu'il a commis de nouvelles violences? On lui a diagnostiqué un caractère explosif et un trouble positionnel avec provocation. Il est actuellement en probation à la suite d'un incident au lycée. Il a démoli des casiers. Il a été exclu quelques jours, mais il est revenu dans l'établissement et a refusé de quitter les lieux, ce qui lui a valu d'être poursuivi pour violation de propriété et acte de rébellion. Et en ce qui concerne les placements familiaux? Continua le docteur. Combien de temps a-t-il passé au maximum dans une famille? J'ai l'impression qu'il a beaucoup bougé. En tout cas, je sais que ça a été le cas de Charla avant son arrivée chez nous. Or, elle est beaucoup moins rebelle que son frère. Tout n'est pas rose pour elle non plus. Je n'en doute pas. Les Duval, on nous les a présentés comme la dernière chance de Telly, mais aussi sa meilleure. C'est la conseillère de probation de Telly qui les avait recommandés. Le mari, Franck, était prof de sciences au lycée, manifestement très apprécié des élèves. Leur idée était moins de lui offrir une famille pour la vie que les moyens de trouver sa voie et de prendre son autonomie. Comment s'entendait-il avec eux? Madame Duval lui donnait des leçons de cuisine. Et figurez-vous que Monsieur Duval lui donnait des leçons de tir. Très longue pause cette fois-ci. Bon, je vais vous donner mon opinion. Pour ce que ça vaut, comme on dit, sachant que je manque cruellement d'informations et qu'on est un peu dans la psychiatrie de comptoir. Entendu. Il y a 8 ans, Telly présentait déjà les signes d'un TRA. Trouble. Je connais le TRA. Il avait grandi auprès de 2 parents toxicomanes dont aucun ne manifestait un instinct parental très développé. Et il avait été constamment exposé à la violence domestique, d'où, chez ce petit garçon, un grand sentiment de colère, de solitude, et parfois des réactions explosives. Je comprends. Son rayon de soleil était sa sœur. D'après les enseignants, les 2 enfants étaient très proches. Telly jouait un rôle de parent auprès de Charla. Il prenait soin d'elle alors que ça aurait très bien pu tourner autrement. Si l'on songe qu'il avait 4 ans quand elle est née et qu'il avait donc déjà subi des années de mauvais traitements et de négligence, il aurait pu être en colère contre sa petite sœur. Vindicatif, maltraitant même. La théorie du ruissellement de la souffrance. Les parents maltraitent l'aîné maltraite le cadet, reproduit ce qu'on lui a appris. Mais pas Telly. Pas Telly, répéta Rainy, qui pour la première fois se radoucit à la pensée du petit garçon de 4 ans qui aurait pu faire de la prime enfance de Charla un enfer plus noir encore, mais qui avait choisi de l'aimer. C'est important, reprit le docteur de Tkoviak. La capacité d'attachement des individus se situe sur une échelle qui va de l'incapacité complète, les psychopathes qui ne tiennent à personne, à ceux qui versent dans l'excès inverse, les mères Teresa qui veulent absolument sauver tout le monde.
Sur cette échelle, Telly serait indéniablement plus proche du psychopathe, mais la relation qu'il entretenait avec sa sœur lui fournissait un ancrage. Or, en particulier chez le jeune enfant, un seul lien suffit. J'insiste, une seule relation peut tout changer. En s'occupant de sa petite sœur, Telly a semé en lui la capacité de tisser des liens forts avec d'autres personnes plus tard dans la vie. Avec les Duval, par exemple? Quincy aussi avait déjà posé cette question. Si Telly avait autrefois aimé sa sœur, si le mot « famille » avait un sens pour lui, pourquoi cela ne lui avait-il pas permis de se rapprocher davantage d'une famille d'accueil réputée bienveillante? C'est possible. Mais là encore, mon opinion vaut ce qu'elle vaut. Je n'ai jamais rencontré les Duval ni le Telly d'aujourd'hui. Il faut aussi tenir compte du fait que Telly a été séparé de sa sœur à un âge encore malléable, après un événement particulièrement traumatique. Ça a dû lui être terriblement préjudiciable. Il aime sa sœur, il tue son père pour la protéger, et voilà que l'État les sépare. Rainey n'y avait guère songé, mais elle voyait ce que le docteur voulait dire. Héros ou zéro, écrivait Telly. Preuve que, 8 ans après les faits, il en était encore à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ce qu'il avait fait cette nuit-là quand il avait tenté de sauver sa sœur, mais qu'il l'avait perdue quand même. Reste qu'il lui avait cassé le bras, répéta Rainey. Je peux comprendre que les services de l'État aient vu cela d'un mauvais œil. Telly est connu pour son tempérament explosif, vous disiez. Oui. On m'a dit la même chose il y a 8 ans. Cela me porte à croire que Telly souffre d'un trouble explosif intermittent. Savez-vous de quoi il s'agit, Madame Connor? Appelez-moi Rainey, je vous en prie. Et à part quelqu'un de très lunatique, je ne vois pas, non. Un enfant ou un adolescent atteint de ce syndrome ne peut pas contenir son agressivité. La moindre contrariété que vous et moi considérerions sans importance provoque chez lui un accès de rage disproportionné. Parfois, la colère, l'adrénaline, l'intensité émotionnelle peuvent atteindre des niveaux tels que la personne souffrira d'une amnésie à court terme ou d'une absence. Par exemple, Telly reconnaissait qu'il avait agressé son père avec une batte, mais il avait du mal à se rappeler les détails. Il se souvenait que son père avait poignardé sa mère, puis qu'il s'était lancé à leur poursuite, que Charla lui avait donné la batte aussi. C'est Charla qui lui a donné la batte? Telly lui avait dit de se cacher dans sa chambre pendant qu'il essayait d'éloigner leur père. Mais elle en est ressortie avec la batte et elle la lui a lancée. Après quoi, il s'en est servi contre son père. Il faut que vous compreniez que Telly ne s'est pas contenté de frapper son père une fois. Il s'est acharné, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il a battu son père comme plâtre. Il était sans doute tellement sous l'emprise de l'adrénaline, de la peur et de la rage qu'il était comme coupé d'une partie de lui-même. Charla a fini par intervenir et c'est là qu'il s'est retourné contre elle. Et qu'il lui a cassé le bras. Rainey ne put réprimer un frisson. Elle n'avait jamais rencontré le petit Telly de 9 ans. Mais elle imaginait Charla, 5 ans, voyant son père poignarder sa mère, attaquer son frère, et ensuite Telly, son grand frère adoré, s'en prendre à elle. Rainey comprenait pourquoi Charla ne leur disait pas tout. Le simple fait que leur fille puisse les aimer témoignait d'un immense courage de sa part. Donc, il y a 8 ans, j'aurais dit que Telly présentait des signes de trouble de l'attachement et de contrôle de la colère, de même qu'un trouble oppositionnel avec provocation. Mais si j'ai préconisé de ne pas engager de poursuite, c'était parce que je décelais chez lui les signes d'un tempérament protecteur. Sa relation avec sa sœur déjà, sa façon d'endosser automatiquement un rôle d'adulte à 4 ans. Et cette nuit-là, il n'a pas tué son père simplement par colère ou par peur. Il l'a fait pour sauver sa sœur. D'après lui, en tout cas. Parfait, dit Rainey sans être certaine que le mot était bien choisi. Mais comment sommes-nous passés du Telly protecteur au tueur à la chaîne d'aujourd'hui? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que la rupture du seul lien étroit qui l'unissait à une autre personne, à sa sœur en l'occurrence, ait miné sa capacité à s'attacher. La deuxième, c'est que son parcours d'une famille d'accueil à l'autre ait aggravé sa défiance, son manque d'empathie et son indifférence à la violence au point qu'à son arrivée chez les Duval, il était trop tard. Et la troisième, peut-être plus intéressante encore, ce serait que Telly ait trompé tout son monde il y a 8 ans, qu'il n'ait jamais été attaché à sa sœur, qu'en réalité il ait été un parfait psychopathe qui avait manœuvré pour obtenir exactement ce qu'il voulait, la mort de ses parents. Il aurait menti sur le déroulement de la soirée? Même pas besoin de mentir, juste de tirer les ficelles. Il aurait par exemple attendu que ses parents soient saouls et ensuite, connaissant leur ressort, il aurait dit ou fait ce qu'il fallait pour provoquer son père.
De là, un violent affrontement devait inévitablement s'ensuivre, ce qui fournissait à Telly un prétexte pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce père abusif. J'aimerais pouvoir affirmer que je ne me serais pas laissé berner par un tel stratagème, mais je le répète, je n'ai parlé à ce garçon que 3 fois sur une période de 5 jours. Point final. Les expertises judiciaires. Mes collègues et moi-même n'avons jamais autant de temps et d'informations que nous le souhaiterions. Je devrais peut-être aussi parler de psychiatrie de comptoir. Autrement dit, il y a 8 ans, Telly était soit un grand frère protecteur qui n'avait vraiment pas eu de bol dans la vie, soit déjà un psychopathe en herbe. L'un n'excluant pas l'autre, surtout au vu de ses derniers exploits. Ce trouble explosif intermittent, est-ce qu'on peut considérer qu'il vient aggraver le tempérament irascible de Telly? Il tire d'abord et comprend ce qu'il vient de faire ensuite? Oui, même s'il n'y a aucun moyen de déterminer ce qui sera l'événement déclencheur pour un meurtrier de masse. On aimerait bien disposer de ce genre de données prédictives. Mais il a tué les Duval dans leur lit. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'ils soient réveillés? En train de se disputer avec lui, je ne sais pas. Pas nécessairement. Ils avaient pu décider d'une punition la veille au soir. Telly passe alors toute la nuit à ruminer ce verdict, de plus en plus frustré, de plus en plus en colère, et au petit matin... Il passe à l'acte. Mais que penser de la suite? Demanda Rainey. C'était une des questions que Quincy lui avait demandé de soumettre à la spécialiste. Si les 2 premiers meurtres sont la conséquence d'un accès de rage, comment expliquer la lucidité et la maîtrise dont il fait preuve maintenant? 8 heures se sont écoulées, or non seulement il a fait plus de victimes, mais il a manœuvré très intelligemment pour échapper à la police. S'il agissait dans le feu de la colère, est-ce qu'il ne devrait pas commettre davantage d'erreurs, se comporter de manière plus impulsive? Pas forcément. Le trouble explosif intermittent ne prive pas l'individu de son intelligence, de sa capacité à surmonter les difficultés, et ainsi de suite. Même si le geste initial procède d'une réaction explosive, il est tout à fait réaliste d'imaginer que la personne mobilise ses autres compétences pour éviter de se faire prendre. Le psychisme est une machine complexe. Telly peut être à la fois explosif et rusé, impulsif et réfléchi. Ce n'est pas antinomique. Rainey poussa un profond soupir. Elle entendait bien ce que lui disait la psychiatre. Les non-spécialistes s'imaginent souvent que les enfants perturbés ne souffrent que d'un seul et unique trouble, alors que la plupart du temps on a affaire à un faisceau. D'où la difficulté du traitement. Un élément était toutefois inquiétant il y a 8 ans, reprit la psychiatre. Une question qui, à ma connaissance, n'a jamais été résolue. À savoir? La mère. D'après le légiste, elle avait été poignardée, conformément au dire des 2 enfants. Seulement, elle avait aussi reçu un violent choc à la tête après le coup de couteau. J'ajoute qu'elle était encore vivante à ce moment-là, même si, au vu de la gravité de la plaie par arme blanche, le légiste pensait qu'elle aurait eu très peu de chances de s'en sortir. Telly aurait frappé sa mère mourante avec la batte. Quand ça, après avoir tué son père? Charla refusait de répondre à cette question. À noter que les 2 enfants répugnaient à parler de leur mère. De toute évidence, ils tremblaient devant le père, tout puissant, effrayant, le mal incarné à leurs yeux. Mais la mère, je dirais que la relation qu'ils entretenaient avec elle était plus complexe. Peut-être qu'en tant que conjointe soumise, elle leur paraissait moins redoutable, plus aimante. En tout cas, les enfants semblaient incapables de parler d'elle, et encore une fois, on ne m'a pas laissé le temps de creuser le sujet. Telly a fini par me dire qu'il avait dû donner ce coup, mais je me suis toujours demandé... Oui? Si c'était à ce moment-là que Charla était intervenue. Pas quand il s'était acharné sur leur père, mais quand il avait frappé leur mère. Pour Charla, ça aurait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Telly est aveuglé par une colère noire, raisonna Rainey. Il frappe son père à maintes reprises, puis passe à sa mère, mais Charla s'interpose après le premier coup. Telly s'en prend alors à sa sœur qui pousse un hurlement. Et Telly sort de sa transe. C'est du moins ce qu'il raconte. À l'instant où Charla a crié, il se serait rendu compte de ce qu'il avait fait. Il aurait posé la batte et serait resté là sans bouger jusqu'à l'arrivée de la police. « Mais vous avez un doute sur cette version ?» demanda Rainey avec prudence. « Doute est un grand mot. Mais le père de Telly était armé d'un couteau et animé d'un désir de meurtre. Telly avait donc toutes les raisons du monde de se défendre avec cette batte. Et une fois qu'il était lancé, on peut soutenir l'idée qu'un enfant possédant son profil psychologique ait eu du mal à s'arrêter. Accès de rage. Adrénaline, peur. Dans une famille aussi instable, tout est mêlé. Mais dans un tel scénario, pourquoi s'en prendre à la mère? Elle est au sol, inconsciente, déjà moribonde.
Qu'est-ce qui a pu attirer l'attention de Telly sur elle? Pourquoi est-il passé de son père à sa mère? Je ne sais pas, admit Rainy. Peut-être qu'elle a poussé un gémissement, un soupir. Signalant qu'elle était encore vivante, suggéra le docteur. Rainy comprit alors où la psychiatre voulait en venir. Le premier meurtre, celui du père, avait une dimension explosive. En revanche, le second, qu'il a vu frapper sa mère à la tête, un geste calculé, efficace. Parce que si leur mère survivait, cette mère faible, passive, toxicomane, ils ne seraient jamais en sécurité. Dans ce cas, vous pourriez vous trouver devant une compulsion de répétition. Le meurtre des parents ce matin pourrait avoir été commis sous le coup d'une rage explosive, mais les suivants ne paraissent pas répondre à la même logique. Le cas de figure n'est peut-être pas nouveau pour Telly. Il serait simplement en train de reproduire ce qu'il a appris il y a 8 ans. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il cherche sa sœur. Comment ça, s'inquiéta Rainy. À l'époque, c'est elle qui a arrêté son bras. Peut-être qu'il espère secrètement qu'elle pourra l'arrêter aujourd'hui. À moins que... La psychiatre hésita. Oui. À moins qu'il ne veuille en finir. Une bonne fois pour toutes. La vie a été d'une cruauté sans nom pour Telly Reinach et sa sœur. Alors il va y mettre un terme pour tous les deux. Chapitre 28. Le sentier qui montait au lieu de campement préféré de Franck Duval partait de la route, traversait une prairie d'herbe haute, s'enfonçait dans les sous-bois, puis montait en ligne droite jusqu'à un éperon rocheux depuis lequel, d'après Henry, on jouissait d'un des plus beaux points de vue sur l'océan. Ce sentier ne figurait sur aucune carte. Comme beaucoup d'autres dans cette forêt, il avait très probablement été frayé par des cervidés lors de leur pérégrination à flanc de montagne. Dans son enfance, Cal avait passé un nombre incalculable de jours à explorer de nouveaux itinéraires en pleine nature. Visiblement, on pouvait en dire autant de Franck Duval. Puisqu'il s'agissait d'agir en toute discrétion, ils n'avaient pris qu'une seule voiture qu'ils avaient garée à un petit kilomètre du départ du sentier sur le parking d'un magasin d'articles de pêche. Car c'était la deuxième qualité du bivouac préféré de Franck. Il se trouvait juste au-dessus d'une rivière poissonneuse. Comme ça, le menu du dîner était tout trouvé. Un des enquêteurs avait demandé au patron du magasin s'il n'aurait pas vu un jeune correspondant au signalement de Telly. Non, avait répondu l'autre. Mais Cal avait vu son regard se dérober puis monter nerveusement vers l'écran de télévision. Cal n'était qu'un modeste fabricant de fromage et non un spécialiste, mais il trouvait quand même ça louche. Non pas que cela ait beaucoup d'importance de toute façon. Leur nouvelle équipe de recherche, Cal, Molly la chienne, Deb la maîtresse chien et les nouveaux flanqueurs du SWAT, Darren et Mitch, avait un plan et elle allait s'y tenir. Au départ du sentier, Molly s'était assise, ce qui voulait dire qu'elle avait détecté une piste humaine. Deb avait alors donné à la chienne le signal de la suivre, et Molly s'était aussitôt engagée sur la fine coulée sinueuse. D'après Deb, Molly la bâtarde continuerait son petit bonhomme de chemin avec sa curieuse démarche chaloupée, jusqu'à ce que l'odeur atteigne un certain seuil d'intensité. À ce moment-là, Molly se coucherait pour leur indiquer que l'individu en question se trouvait droit devant eux. Restait à espérer qu'elle leur donnerait cette information avant que leur suspect n'ouvre le feu. À son grand âme, Cal était nerveux. Il n'avait pas l'habitude d'être aussi crispé en forêt, l'endroit au monde où il s'était toujours senti le plus dans son élément. Et cette coulée de cerfs magnifique offrait le meilleur d'une randonnée dans le nord de la côte pacifique. Quelques minutes après avoir quitté l'asphalte blanchi par le soleil, ils pénétrèrent dans une cathédrale ombragée, une forêt profonde, tout en pins immenses, tapis de mousse épaisse, buissons de fougères luxuriants. Il y faisait plus frais. L'odeur était plus agréable aussi, ça sentait le verre. D'accord, le verre n'était pas une odeur, mais ça aurait dû l'être. Pour Cal, la forêt avait toujours senti le vert foncé. Il en voulait d'autant plus à leur fugitif. À cause de lui, dans ce temple à ciel ouvert, il entendait encore résonner les échos de coups de feu, suivis des cris de ses coéquipiers. Il avait la tremblote, lui dont les mains ne tremblaient pourtant jamais. Il repéra une trace sur un tronc d'arbre droit devant lui et fit signe à l'équipe de s'immobiliser. Le pin, un spécimen relativement jeune, était grand et mince. Il avait dû s'étirer vers le ciel pour trouver du soleil. La plupart de ses branches basses avaient disparu. Soit elles étaient tombées, soit elles avaient été élaguées par des randonneurs pour rendre le petit sentier plus praticable.
Tout cela n'expliquait pas l'entaille blanchâtre visible à hauteur d'épaule. Cal explora la plaie du doigt et y trouva des gouttelettes de résine poisseuse. Un baume cicatrisant sécrété par l'arbre. La plaie était récente, aucun doute. L'équipe attendait. Les 2 nouveaux tireurs d'élite du SWAT ne quittaient pas la forêt des yeux. Deb se penchait vers Molly pour lui gratouiller les oreilles. La chienne avait profité de la pause pour s'asseoir, pattes avant écartées, et étendant son cou épais, elle étirait sa gorge blanche au-dessus de son gilet noir et s'appuyait contre la jambe de sa maîtresse avec un grognement de satisfaction. « Vous êtes sûr que c'est un chien, ce truc ?» demanda Cal tout en continuant d'examiner l'arbre. « Je l'ai personnellement sorti d'un repère d'héroïnomane. »« Ça pourrait expliquer 2 ou 3 choses. »« Comme quoi? Qu'elle soit une survivante ? La première fois que je l'ai vue, elle n'avait que la peau sur les os. Elle ne ressemblait à rien avec sa tête énorme et son corps émacié, d'où son surnom de Molly la bâtarde. Elle était aussi en gestation. En fait, elle attendait 7 petits, et vu son état, personne ne pensait qu'il s'en sortirait. Mais elle a réussi. Elle a donné naissance à 7 magnifiques chiots dont elle s'est occupée tous les jours, même quand elle n'était pas au meilleur de sa forme. Les chiots ont facilement trouvé des familles d'adoption, mais une croisée pitbull d'1 an. L'avenir de Molly s'annonçait moins rose. Alors j'ai décidé de la prendre, juste comme chienne de compagnie. J'étais déjà en train de dresser un chien de recherche, un labrador d'1 an. Je l'ai toujours d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui est devenu chien de compagnie, et Molly, qui avait assisté à toutes les séances de dressage, lui a volé la vedette. Avec les chiens de travail, la race n'est qu'un point de départ. C'est le cœur qui compte avant tout. Et notre bâtarde a justement un cœur gros comme ça. « Je parie qu'elle ronfle, » dit Cal. « Comme une locomotive, » confirma Deb. « C'est quoi cette entaille ? » Vous voyez le bois blanc ? Une plaie récente. L'arbre commence à peine à cicatriser. C'est la hauteur de cette trace qui la rend intéressante. Vous pourriez avancer de quelques mètres ? Il ne voulait pas passer devant elle au risque de brouiller la piste olfactive que suivait ce phénomène de Molly la bâtarde. Deb obtempéra et avança sur le chemin avec la chienne. Cal put alors se coller au tronc, constater que la marque se situait à mi-hauteur entre le coude et l'épaule. On aurait presque dit « le canon d'une carabine », suggéra Darren derrière lui. Cal se retourna vers l'officier des forces spéciales qui remplaçait Antonio. « C'est aussi ce que je me disais. Le gamin est en train de monter en se coltinant sac à dos, tapis de sol, plusieurs boîtes de munitions. Et à tout ça, il faut ajouter 3 carabines. » Cal fit la grimace. Évidemment, il pourrait en porter 2 en bandoulière dans le dos, mais la 3e, je parie qu'il la tient dans ses bras, prête à faire feu. Donc la bouche du canon devait se trouver à peu près... Il posa le bout des doigts sur l'entaille fraîche. Tous gardèrent le silence un moment, les 2 flanqueurs toujours sur le qui-vive, fouillant la pinette du regard. « Il faut le surprendre, » dit finalement Deb. « Voilà, » confirma Cal. « Il suffit d'arriver en catimini au campement, de s'emparer des armes et d'arrêter notre tueur de masse. Fastoche. » À mi-pente, la radio de Cal se manifesta. Il fit signe au groupe de s'arrêter et s'écarta pour répondre à l'appel du shérif Atkins, le volume au minimum. « Vous en êtes où ?» demanda Shelly. La chienne a l'air de penser qu'elle suit une piste humaine. Les particules olfactives aériennes se déposent en 8 à 12 heures, donc d'après Deb, cela signifie que quelqu'un a dû passer ici aujourd'hui. Vos impressions ? La piste est difficile à lire. Un tapis moelleux d'aiguilles de pin. Super pour la marche, mais pas génial pour les empreintes. J'ai trouvé une entaille fraîche dans un arbre, des creux dans des zones moussues. Alors j'imagine que je suis d'accord avec Molly. À un moment de la journée, un être humain est passé par ici. On a visionné, comme vous le suggériez, les images d'une caméra installée sur un sentier du coin, Lumatia. Il ne conduit pas au campement, mais passe juste à l'est. Malheureusement, comme le but de cette caméra est de recenser la faune, elle filme les gens au niveau de la cheville. Nous avons vu les pieds de plusieurs groupes de marcheurs, certains qui allaient par 2, mais pas de randonneurs isolés. Ce qui ne veut pas dire que Telly ne soit pas allé au campement. Seulement que s'il l'a fait, il a emprunté un autre itinéraire. Exact. Votre sentier, Lumatia, il figure sur les cartes de randonnée ? Oui. À sa place, je l'aurais aussi évité. Les sentiers répertoriés sont très fréquentés en cette saison. Mieux vaut rester sur des chemins de traverse moins connus comme celui sur lequel nous sommes. Apparemment, Franck Duval connaissait bien la région et transmettait son savoir à ses fils. Pas de réponse du shérif. Autre chose que je devrais savoir ? Demanda Cal.
D'après le fils, il y a 2-3 autres lieux de campement qu'on pourrait aller voir après celui-ci. Ils sont beaucoup plus loin, mais maintenant que Telly se déplace en quad, pourquoi pas? On finira par avoir une touche, dit Cal. Bien sûr, la piste refroidit, mais tôt ou tard, on la chope toujours. Souvenez-vous qu'il va avoir besoin d'eau. Même s'il n'est pas dans ce campement, on le retrouvera. Le shérif ne dit rien. Était-elle pensive, inquiète? Cal n'avait jamais travaillé avec elle, mais il la connaissait de réputation. Il savait qu'elle avait à elle seule sorti un agent du FBI d'un bâtiment en flammes. Et il avait vu dans son cou les cicatrices luisantes qui confirmaient l'histoire. Une femme solide, se dit-il, et intéressante. « Rappelez-moi dans 30 minutes, » dit-elle. Cal répondit par l'affirmative. Et ils reprirent une nouvelle fois l'ascension. Molly la bâtarde se coucha, d'un seul coup. Elle s'arrêta net, sans transition. Elle ne se laissa pas tomber d'épuisement, ce que Cal aurait parfaitement compris après cette marche forcée. Elle se tapit plutôt. Son corps au torse puissant était à terre, mais tendu, les oreilles dressées. Et aussitôt elle tourna les yeux vers la maîtresse chien. Deb leva la main, mais ce n'était pas nécessaire. À la seconde où la chienne s'était immobilisée, le reste de l'équipe en avait fait autant. Jusque-là, Cal ne voyait guère en cet étrange animal qu'une machine à baver. Mais à cet instant, son côté pitbull lui apparut clairement. Et ce regard qu'elle avait lancé à Deb. Molly était prête à mourir pour sa maîtresse. Elle avait rempli la première partie de sa mission suivant la piste jusqu'à ce que la cible se profile droit devant. À présent, elle se préparait pour l'étape suivante. Cal prit en main le fusil qu'il portait en bandoulière pendant que les 2 officiers du SWAT passaient à l'action. Repérage, recueil d'informations. D'accord, il y avait un individu dans la clairière, mais y en avait-il plusieurs et quel était leur degré de préparation? Pour répondre à ces questions, Darren choisit un arbre à grosses branches, un des rares feuillus du secteur. Mitch, son partenaire, plus petit, plus jeune, entreprit d'y grimper, sautant d'un rocher sur la branche la plus basse. Sans un mot, il se hissa vers le faîte à la recherche du meilleur poste d'observation. Puis, s'arrêtant enfin, il s'adossa au tronc, prit ses jumelles et fit la mise au point sur le campement. Il leva un doigt, une cible. Darren hocha la tête et Mitch cala la crosse de son fusil au creux de son épaule. Son poste d'observateur était devenu un poste de tireur embusqué. On leur avait donné l'autorisation de faire usage de leurs armes avant même qu'ils ne se mettent en route. Capturer le suspect vivant restait préférable, mais vu ses antécédents et ce qu'il avait fait à la précédente équipe lancée à ses trousses... Saloperie de fugitif, se dit Cal. Saloperie de journée. Et ses mains se remirent à trembler, lui dont les mains ne tremblaient jamais. Fabricant de fromage, pisteur, et maintenant ça. Darren rassembla Cal et Deb autour de lui. Cette situation tactique était de son ressort. Ils l'écoutèrent donc attentivement lorsqu'il esquissa une carte au sol pour illustrer leur stratégie. Pendant que Mitch les couvrirait depuis l'arbre, il se déploierait en éventail, s'approcherait en même temps du bord de la clairière et à son signal donnerait l'assaut. Darren regarda Molly, puis Deb en levant un sourcil interrogateur. De toute évidence, il voulait que Molly passe la première. Il est en effet très intimidant d'être chargé par un chien policier, surtout quand celui-ci n'offre qu'une cible de taille réduite. Avec un peu de chance, Molly aurait mis leur tireur hors d'état de nuire avant qu'eux-mêmes ne soient sortis du bois. Au minimum, elle aurait fait diversion le temps qu'ils entrent en action. Deb accepta, une main posée sur la tête carrée de Molly. Une femme policière, une chienne policière. Mais Cal devinait que si jamais l'assaut devait mal tourner, la perte subie par l'une ou l'autre ne serait pas seulement d'ordre professionnel. Il gardait son fusil bien en main devant lui. C'était lui qui avait sollicité cette mission, pour son équipe, pour sa ville. Il pouvait le faire. Encore des signes de la main, encore des traits dans la terre et ce fut bon. Ils avaient un plan. Deb et Molly prirent le sentier, Darren partit vers la gauche, Cal vers la droite. Et ils procédèrent à la dernière phase d'approche. Cal s'arrêta 2 fois pour éponger la sueur de son front. Était-ce la chaleur croissante, la tension grandissante? Il ne savait pas. Mais il eut soudain la conscience aiguë que sa chemise de randonnée préférée collait à son torse et que des torrents de transpiration dégoulinaient de son front. La forêt n'était plus un sanctuaire frais et ombragé, il ne sentait même plus l'odeur de verre. Contournant les rochers sans bruit, traversant à pas légers les buissons de fougères qui lui arrivaient aux genoux, il eut l'impression qu'un silence surnaturel était tombé sur le monde. Cela sentait la terre, la pourriture, la décomposition, l'odeur de la mort. Son imagination devait lui jouer des tours.
Il n'avait jamais tiré sur personne. Il n'avait même pas de goût pour la chasse. Marcher dans les bois avait toujours suffi à son bonheur. Voilà ce qui arrive quand on fait trop de bénévolat, se dit-il avec humour. Une branche craqua au loin à gauche. Darren. Ce type avait intérêt à être bon tireur, pensa Cal avec amertume. Parce que pour ce qui était de se déplacer discrètement, 0. Et ensuite forcément un sifflement, haut dans le ciel. Mitch qui leur signalait que leur cible, alertée par le bruit, se déplaçait. Presque aussitôt le chant d'oiseau de Darren en réponse, et ensuite... un grondement sourd, un roulement de tonnerre. Molly qui fonçait sur le sentier. Aboyant à tout va, l'ancienne pensionnaire de refuge devenue fidèle chienne d'intervention chargeait le campement. Cal ne s'autorisa plus à réfléchir. Il repéra une brèche entre les fourrés et plongea vers la folie.